Bienvenue dans ce nouveau podcast et cette fois-ci ça va être sur la mécanique d'entraînement. On va explorer le vaste monde de la mécanique d'entraînement, comment les chiens apprennent et comment faire pour que nous, on obtienne les comportements qu'on souhaite leur apprendre. Donc on va voir vraiment la façon la plus éthique de leur apprendre des choses. Ouais, revenons par la le commencement. Plus efficace. Sur les méthodes d'éducation. Ouais. Premier podcast. Grosse surprise, grosse annonce. On utilise le renforcement positif. Ouais. Donc ici, on va vraiment parler de la mécanique d'entraînement de renforcement positif. Exactement. Pour entraîner avec éthique. Vraiment pour comprendre comment faire de façon la plus pratique pour obtenir quelque chose de son chien. Ouais, exactement. Surtout qu'en plus, il y a quelque chose qui est un peu barbare. C'est R+, P-, P+, P moyen, P fort, P machin, P bidule. Personne ne comprend trop ce que c'est. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas faire de P+, en gros, et qu'il faut faire du R+. Mais souvent, on ne comprend pas très bien cette histoire de positif, de négatif. C'est un peu confus dans la tête des gens. Et pour ne rien vous cacher, ça reste très confus pendant plusieurs années au début de notre pratique, tout simplement pour distinguer et comprendre réellement en profondeur à quelle situation appartient tel comportement. Ouais, c'est-à-dire que de façon théorique, on comprend ce que ça veut dire R+, P-, mais pour réussir à l'appliquer et à le disséquer dans des comportements, est-ce que là je fais du R+, est-ce que là c'est du P-, est-ce que là nanani, est-ce que là nanana. Ça peut être plus challengeant. Ouais, ça peut être difficile. Donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de nos chiens quand on leur apprend un ordre, un assis, par exemple. Assez classique, mais n'empêche qu'il se passe plein de trucs dans leur petite tête. Donc c'est vraiment comprendre pour que vous puissiez aussi améliorer votre pratique de l'entraînement. Comprendre les situations. Comprendre les situations parce que y a de l'entraînement, c'est vrai, mais c'est ce qui va aussi nous permettre de comprendre le comportement canin. Pourquoi mon chien fait ça ? Ça, c'est assez régulier. Les gens nous disent « Mais alors, pourquoi il fait ça ? Mais alors, pourquoi il fait ça ? Et pourquoi il a arrêté de faire ça ?» Et là, je comprends pas, il le fait pas. Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a des renforcements et des punitions dans l'environnement. Ouais. Donc, il va y avoir des mots un peu barbares comme renforcement, positif, conditionnement, tout ce genre de choses. On va essayer d'y aller le plus simplement possible. Le plus ludiquement possible. Donc, faut savoir que les mécanismes d'apprentissage, on va grosso modo, il y en a deux. Le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Le conditionnement classique, il se passe tout autour de vous, tout le temps, toute la journée. Puis c'est le cas pour tous les mammifères d'ailleurs. En gros, c'est l'apprentissage par association. C'est-à-dire que c'est prévisible. Il y a A, puis il y a B, je le sais, c'est comme ça, dans ma tête, il se passe quelque chose systématiquement après une première chose. Ça a été découvert par Pavlov de façon totalement fortuite. En gros, il faisait un test, une étude sur la salivation du chien. Et bien sûr, pour faire saliver un chien, quoi de mieux que de la nourriture, donc on va dire des croquettes. Et puisque c'est un protocole scientifique, il y avait des choses qui devaient être prévisibles à chaque fois pour que ça ne vienne pas entacher les résultats de son test. Et parmi ces choses-là, il y avait le son d'une cloche avant chaque repas. Puis, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que quand la cloche sonnait, le chien salivait avant même qu'il y ait la nourriture. Puis là, il s'est dit, mais à un moment donné, il n'y a même pas encore de nourriture que mon chien salive. Qu'est-ce qui se passe ? Puis c'est comme ça qu'il a un peu décortiqué tout ça. On voit un gros M jaune sur fond vert en France. Est-ce que ça vous fait saliver ou pas ? On sait que c'est le McDo qui s'en vient, donc ça va nous faire saliver. Donc là, par association, on a compris ce qui se passait. Il y a l'histoire des feux aussi. Après le feu orange, vient systématiquement le feu rouge. Par association, on sait par anticipation même, on sait que le feu rouge va arriver après le feu orange. Donc ça, c'est vraiment des exemples qu'il y a tout autour de nous, tout le temps. Par exemple, la sonnerie, ça marche beaucoup avec les sonneries par exemple, mais genre la sonnerie du micro-ondes sonne, ton plat est prêt. Ouais, je sais que là, je vais me régaler par exemple. Après, je tiens quand même à dire que c'est quand même chelou de faire une étude sur la salivation du chien. Genre, tout le monde se lève pas le matin en disant « les gars, aujourd'hui... » on va étudier la salivation.
Et en fait, il a été, c'est quand même un des piliers de l'éducation canine, hein, Pavlov, parce qu'on s'y réfère systématiquement. Par exemple, le bruit de la clé dans la porte signifie l'arrivée de quelqu'un. On avait pris l'exemple dans un podcast précédent de Kuma qui reconnaissait, tu sais, ton scooter, le bruit de ton scooter. Donc pour lui, ce bruit-là annonce systématiquement qu'Abdel arrive. Donc voilà, là on parle du conditionnement classique, ça paraît comme ça, c'est simplement une association. Okay. On va rester là-dessus, je pense que c'est déjà très très bien. Parce que en comprenant l'association, l'apprentissage par association et le conditionnement classique, on va ensuite pouvoir comprendre le conditionnement opérant. Ah, tout le monde l'entend, personne ne sait ce que c'est. Enfin, personne, j'espère que les éducateurs le savent, évidemment, mais c'est vrai que les propriétaires ont parfois un peu de mal à comprendre tout ce qui se cache derrière. C'est l'apprentissage par conséquence. C'est-à-dire que, alors, je dis le chien, mais ça marche aussi très bien sur les humains. Et les enfants. Et les enfants, d'ailleurs. Et tout le monde. Et tout le monde, tous les mammifères. Ça, et il y a même certains reptiles. Enfin, bref. En tout cas, ça marche très très bien parce que le chien, malheureusement, si on ne fait pas de l'apprentissage par association ou par conséquence, en fait, il comprend pas, il parle pas notre langue. Donc, si jamais je lui dis assis, il faut bien qu'il soit associé à quelque chose. Donc, l'apprentissage par conséquence, c'est Skinner qui l'a découvert. Puis, on dit en éducation canine que Pavlov est toujours sur ton épaule parce que dans ce conditionnement opérant, il y a du classique, il y a de l'association qui marche. Mais la grosse différence, c'est qu'avec l'opérant, il y a un comportement qui se produit. Tout simplement. Skinner, c'est le mec qui prenait des pigeons, qui les mettait dans des boîtes, et en fonction de ce qu'il faisait, en fait, il se passait une conséquence ou une autre, grosso modo. Exactement. Et comme ça, il a réussi à leur apprendre à détecter des styles graphiques. Et je crois qu'ils arrivaient à reconnaître la différence entre un Monet et un, c'est vrai, ça. Et un Picasso, par exemple. C'est vrai. Et en fait, au début, il leur apprenait avec des monnaies spécifiques. Tu vois, ça c'est un Monet, ce tableau c'est un Monet, ce tableau c'est un Monet, celui-là c'est un Picasso, celui-là c'est un Picasso. Et à la fin, une fois qu'ils étaient bien entraînés, ils étaient capables de reconnaître un style. C'est-à-dire que tu pouvais leur donner un nouveau tableau, mais dans l'un des deux styles, et il était capable de reconnaître le style. Il faut savoir que les pigeons, c'est des êtres qui sont hyper intelligents et qui arrivent à vraiment bien, par exemple, cartographier depuis le ciel, en fait, des villes, en fonction des bourgs et des rues, pour reconnaître, en fait, ils ont une très bonne mémoire visuelle, parce que c'est comme ça qu'ils se déplacent dans le ciel. C'est pour ça qu'il avait pris des pigeons, je crois, pour différencier des styles. Parce que il a été... Skinner a été vraiment connu pour sa boîte, qui est un peu barbare d'ailleurs, hein, mais bon, l'expérimentation animale, on le sait. En gros, il mettait un rat dans une boîte, et puis dans cette boîte, il y avait un haut-parleur dans lequel il y avait des sons, puis il y avait des signaux lumineux, donc des espèces de petites diodes, on va dire, et un... Comment ça s'appelle là ? Un levier. Un levier, merci. En fait, le plancher est électrifié. C'est là où je dis que c'est pas très éthique. Bon, bref. Le rat qui était dans cette boîte avait, par exemple, une lumière rouge qui s'activait. Et s'il appuyait sur le levier, il se prenait une décharge électrique. Puis quand la lumière verte s'allumait, il devait actionner le levier et ça déclenchait de la nourriture. C'est ça. Puis du coup, par association et par conséquence, il a compris que... quand la lumière verte, je dois appuyer sur le levier, mais quand elle est rouge, je dois rien faire. Bon, en tout cas, s'il veut pas se faire électrocuter, c'était mieux qu'il fasse rien. Exactement. Mais... Puis là, du coup, il en a déduit un cadran, donc c'est tout simplement 4 choses. C'est en fait tout ce qui vient après le comportement. Okay, donc, grosso modo, on va résumer de façon très simple. Il y a le R et le P, qu'on entend partout. Le R, c'est quoi ? C'est un renforcement. Le renforcement, c'est quand je veux que le comportement se reproduise. C'est-à-dire que je veux que la nourriture coule encore, tombe encore. Puis il y a le P. P, ça veut dire punition. Punition, ça veut dire je veux que le comportement ne se reproduise pas. J'ai pas du tout envie de me reprendre une décharge électrique. Okay. Donc, son comportement a une conséquence. Et cette conséquence, elle influe
sur son comportement. Parce que si c'est électrifié qui se prend un coup de jus, bah, il va pas reproduire son comportement. Donc là, c'est de la punition. Par contre, il a de la nourriture, il va vouloir reproduire ce comportement-là qui est payant. On le voit un peu dans les machines à sous, là, ceux qui appuient là, de façon frénétique pour avoir à nouveau une récompense. Ouais. Bah ça veut dire que c'est renforçant. Le comportement, on veut qu'il se répète. Ok. Pour que le comportement se répète ou que le comportement se réduise ou disparaisse, bah là, on a deux choix. Un plus et un moins. Ok. Il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est simplement l'ajout avec un plus ou le retrait avec un moins. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. C'est juste ça que ça veut dire. Il n'y a pas de bien ou mauvais, de bon ou pas bon, d'agréable ou de pas agréable. C'est un retrait avec un moins, un ajout avec un plus. Là où ça devient amusant, mais aussi très compliqué pour beaucoup, c'est quand on les mixe. Allez, on met tout dans une canette là et on secoue. On ne lance pas sur le chien, s'il vous plaît. Du coup, ça va donner quoi ? Ça va donner 4 possibilités. Donc, les méthodes bienveillantes, c'est quoi ? Les méthodes bienveillantes, c'est du renforcement positif. On le dit souvent d'ailleurs. Tu sais, l'éducation R+. R+, c'est un renforcement. C'est-à-dire qu'on veut que le comportement se reproduise. Et pour ça, on donne quelque chose d'agréable. Par exemple, le chien s'assoit. En tout cas, on veut que le chien s'assoie. Et ben, on va lui donner une friandise pour que le comportement se reproduise. Donc, le petit rat, là, dans sa boîte, eh ben, il veut ravoir un bonbon. Il va rappuyer sur le levier. Puisque je veux qu'il rappuie sur le levier, je vais lui donner des bonbons. Puis il va rappuyer sur le levier, puis il va avoir des bonbons. J'ajoute... Là, on récompense le comportement en ajoutant quelque chose d'agréable. Exactement, je renforce le comportement en ajoutant quelque chose d'agréable. Ça, c'est le R+. Voilà. Ensuite, voyons le P+. Là, par contre, je veux plus qu'il actionne sur ce levier-là. Je ne veux plus qu'il appuie là-dessus. Bah, je lui envoie une décharge électrique. Mon petit père, il n'aura plus envie d'appuyer sur ce levier. Ok ? Si je mets une baffe à mon chien à chaque fois qu'il s'assoit, eh ben, il va plus s'asseoir. Okay ? Donc là, c'est une punition, pas parce que je l'ai puni, mais parce que j'ai ajouté un inconfort pour que le comportement s'arrête, ne se reproduise pas. Par exemple, les gens qui vont, je sais pas, ton chien il aboie, et toi tu vas tirer sur la sonnette, là, tu vas mettre un coup de laisse super fort. Exactement. Donc là, tu veux qu'il se taise, donc tu veux éteindre le comportement d'aboiement. Exactement. En ajoutant un inconfort, donc en punissant, en ajoutant un inconfort, le fait de tirer de la douleur, quoi. Exactement. Okay. Ensuite, il y a les moins. On n'en parle pas beaucoup. On entend souvent R+, P+. Tu sais, ça c'est ce qu'on voit partout. C'est assez classique. On renforce, on donne quelque chose d'agréable, ou on punit en ajoutant un inconfort. Puis là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que... Moi j'en ai une bonne. Pour le R-, par exemple... Attends, on l'a pas encore expliqué. Ah pardon. Le R-, c'est quoi ? Renforcement, ça veut dire quoi ? Tu veux que le comportement se répète. Et comme il y a un moins, qu'est-ce que je dois faire ? T'enlèves quelque chose. Soyons intelligents, si je veux que le comportement se répète, faut que j'enlève quelque chose qu'il a plus envie d'avoir. Par exemple, le petit rat dans sa boîte là. Si jamais le plancher il est électrifié tout le temps, mais que quand il appuie sur le levier, le plancher arrête d'être électrifié. Crois-moi, il va appuyer sur ce bouton. Exactement. Parce que là, l'inconfort, il est énorme et il veut que ça s'arrête. D'accord ? Donc, c'est les coups de saccade. Quand ton chien marche en laisse. C'est ça, tu peux pendre ton chien et dès qu'il s'assoit, t'arrêtes de le pendre. Exactement. Donc, tu lui enlèves l'inconfort. C'est ça. Tu veux qu'il refasse un comportement, mais tu lui enlèves un inconfort. Exactement. Par exemple, ça peut marcher aussi avec la faim. Tu sais, pour les chiens agressifs, ils disent... la privation. Tu vois, si je veux que le comportement il se répète, le fait de me regarder par exemple, ou qu'il ne déclenche pas, tu vois ce que je veux ? Eh ben, si le chien, je lui donne une friandise, mais qu'il n'a pas super faim, bah là c'est du R+. Mais si le chien, ça fait 4 jours qu'il n'a pas mangé, le fait de lui donner une friandise, c'est plus un ajout de quelque chose d'agréable, c'est juste le retrait de la faim. Bon là, tu rentres dans quelque chose qui est un petit peu compliqué, et je voulais en parler juste après, parce que on n'a pas parlé du P-. Du P-. Du coup, c'est un peu... Tu vois, c'est quoi ? P-, P, punition. Je veux que le comportement ne se reproduise pas. Moins, qu'est-ce que je dois faire pour que le comportement ne se reproduise pas ? Je dois enlever quelque chose. Ok. Donc, comme je veux que le comportement ne se reproduise pas, bah, je vais lui enlever un truc agréable. Si, par exemple, le petit rat dans sa boîte, là, les friandises tombent non-stop. Tu sais,
C'est en continu comme ça coule comme les fontaines à chocolat, là, tu vois. Ouais. C'est une fontaine au chocolat, au Nutella. Puis, en fait, je veux qu'il arrête d'appuyer sur ce bouton-là, tu vois. Bah, faut que je le retire, le fait d'avoir du chocolat. Parce que sinon, il va continuer de le faire. C'est renforçant. Donc là, c'est simplement, faut réfléchir tout simplement. Punition, le comportement doit s'arrêter. Faut que je lui enlève quelque chose d'agréable. Tu enlèves. Donc tu enlèves quelque chose d'agréable. Ouais. Ok, par exemple. C'est genre pour les gamins, t'écoutes pas, t'es privé de dessert. Exactement. Okay. On va donner l'exemple de la marche en laisse avec toutes les occurrences. Okay. Grosso modo, tu veux obtenir un comportement qui est que ton chien marche en laisse. Sans tirer. C'est ça ton but. Pour ça, tu vas pouvoir, toi, créer plusieurs conséquences. Donc, tu as un chien qui tire en laisse, donc ça ne te plaît pas. Tu veux arrêter ce comportement. Tu utilises donc de la punition. Donc, du P+, bah, tu vas donner des grands coups de saccade sur la laisse. Ouais. Tu vas lui ajouter de l'inconfort. Quand tu tires, mon petit père, tu vas te choper des saccades, tu vas arrêter de tirer. Grosso modo. Ensuite, il y a le fait que, par exemple, donc il tire, puis là, je mets des saccades, mais pas un coup de saccade, puis j'attends qu'il produise un comportement de ne pas tirer. C'est je le pends, je mets des saccades en continu, donc je produis un inconfort constant, puis dès qu'il arrête, t'arrêtes. Eh ben j'arrête. Donc là, il y a du soulagement, il y a le fait de, ah ouais, en fait, quand je fais quelque chose, bah, je suis plus désagréable. Ça marche par exemple avec le licou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu sais, l'espèce de truc qu'on met sur le nez museau, du chien. Ouais. Ce qui fait que ça appuie le museau vers le bas pendant qu'il tire. Puis dès qu'il tire pas, bah, ça appuie pas sur son museau. Ok. Bon, bah ça, c'est du R-. C'est-à-dire qu'on lui enlève un inconfort pour que le comportement se répète, le fait de ne pas tirer. Après, tu as le P+, donc on a dit, tu donnes des grands coups de salade. Tu donnes des grands coups de saccade pour arrêter un comportement. Ouais. Puis en fait, là, tout marche. T'as le R+, aussi. Tant qu'il marche bien près de toi sans tirer. Exactement. T'as le R+. Tu donnes des friandises, par exemple. Exactement. Ça, c'est ce que tout le monde utilise. C'est-à-dire que là, ton chien, il te propose quelque chose qui te plaît. Le fait de ne pas tirer, d'être proche de toi, voilà, t'as les critères. Puis là, ça, tu vas le renforcer. Tu sais, on le dit souvent, tu vas renforcer. Pourquoi ? Tu veux que le comportement se répète. Donc là, tu vas ajouter quelque chose d'agréable. Des friandises, des knackis, pour que ton chien arrête de tirer et soit, en fait, t'es dans la démarche de lui montrer un bon comportement et pas de sanctionner un mauvais comportement. Puis là, t'as un autre truc qui est le retrait d'un privilège. Donc là, c'est de la punition. En enlevant quelque chose. En enlevant quelque chose d'agréable. Par exemple, ton chien, il marche, et puis il tire, puis toi, tu veux pas lui donner des coups de saccade ou quoi, tu t'arrêtes. En fait, là, ce qu'il veut, c'est avancer, puis toi, tu lui enlèves la possibilité d'avancer, tu lui enlèves quelque chose d'agréable. Ok. Donc ça, c'est du R-. Oui. Ok. Oui. C'est bon ? Oui. Parce que tu veux que le comportement se répète, le fait de ne pas tirer, et pour ça, tu lui enlèves l'action d'avancer. Ouais, plus t'avances, plus c'est lourd. Exactement. Enfin, plus tu tires, plus c'est lourd. Voilà. Puis ça va par paire. La plupart du temps, quand on fait du R+, on utilise pas mal de P-. Enfin, pas mal. Occasionnellement. Disons que ça va pas avec le P+, quoi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui le font. Vous écouterez le podcast sur les méthodes d'éducation canine, mais c'est pas du tout éthique. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la vie de tous les jours, là, on parle des mécaniques d'entraînement, mais, par exemple, les gens qui me disent « Oui, mais je comprends pas pourquoi il met toujours ses pattes sur la table. » Je veux pas, moi, qu'il fasse ça. D'accord ? Puis, on se dit « Mais pourquoi il le fait ?» Parce qu'il était renforcé. D'une manière ou d'une autre. Pas forcément par vous. Pas forcément par celui qui lui a appris. Personne ne lui a appris. Mais il était renforcé parce que il a mis ses pattes. Puis du coup, ça lui a permis d'atteindre à un moment donné la nourriture ou d'avoir accès aux odeurs ou d'avoir l'accès à la vue, par exemple. Donc, il est renforcé. Un chien marche parce que il est renforcé de faire des choses. C'est logique comme nous. Hein. On est renforcé d'aller au travail. on a des choses sympas qui se produisent. Si c'est pas toi qui lui apprends les bonnes choses dans les bonnes situations, il trouvera par lui-même la façon de réagir dans cette situation et donc il apprendra par lui-même. En fait, le truc, c'est que
le R+, P-, etc., c'est valable dans la vie de tous les jours pour tout le monde et pas nécessairement par des choses mises en place. Nous, en tant qu'éducateurs canins, vous, en tant que propriétaire, vous mettez des choses en place pour que ça marche. Mais la vie, elle s'en charge aussi très bien. Okay. Donc, il faut voir que, faut retenir que c'est le comportement du chien qui va amener une conséquence, qui va faire que ça, exactement, ça se reproduit ou ça s'éteint, tout simplement. Donc on va juste, résumer. Renforcement, j'augmente un comportement. Punition, je réduis un comportement. Positif, j'ajoute quelque chose. Négatif, je retire quelque chose. Puis après, il faut faire sa soupe. Okay. Ensuite, comment du coup on obtient les comportements souhaités? On l'a vu un petit peu avec la marche en laisse ou le assis. Il y a l'histoire aussi de la machine à café. Je reprends ici cet exemple. Je vois une machine à café sur une aire d'autoroute. Okay. Et quand j'appuie sur le A, sort un café immonde. Café d'autoroute dégoûtant. Puis j'appuie sur le B. Le café, il est génial. C'est un cappuccino, macchiato, fait maison. Mon comportement va être déterminant par rapport à va se reproduire ou s'arrêter en fonction de ce qui va se passer, la conséquence. C'est un peu ta boîte de Skinner à toi. Exactement. Moi, je vais pas appuyer sur le A. Le comportement va s'éteindre. On m'a donné quelque chose de tout pourri, là. Je vais pas reproduire le comportement. Par contre, en appuyant sur le B, waouh, jackpot. Je vais reproduire le comportement. Tout simplement. Ok. C'est tout simple, en fait. On a perdu la moitié des gens. Non, pas du tout. Je pense que vraiment, il faut juste se dire R, le comportement se répète. P, le comportement s'arrête. Plus, j'ajoute. Quelque chose. Moins, j'enlève. C'est tout. Après, à vous de vous démerder avec ça, faire votre petit tambouille. Et tu as parlé tout à l'heure justement de la frontière qui était très mince. Avec la privation, avec la peur, c'est là où on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est un peu poreux. Tu sais, c'est pas si facile. C'est pas si évident. Je pense qu'on en parlera dans une vidéo. Je vais donner... Comme ça, ce sera vraiment plus visuel. Ouais, complètement. Tu vois. Mais là, je vais donner un exemple tout bête. Je veux que mon chien ne mette pas ses pattes sur la table ou ne chope pas le saucisson de la table basse de l'apéro du soir. Puis pour ça, je vais le punir. Je vais le mettre derrière une barrière, bébé, pour qu'il arrête de produire ce comportement. Donc là, je lui enlève un privilège, l'accès à la table. D'accord ? C'est du P-. J'enlève l'accès à quelque chose d'agréable pour que le comportement s'arrête. Punition, je veux que le comportement s'arrête. Moins, j'enlève un privilège. Ce serait quoi un P+, là-dedans, par exemple? Un P+, par exemple, il met ses pattes et là, il se prend une décharge, un coup sur le museau ou quelque chose comme ça. Je veux que le comportement s'arrête, donc c'est une punition, en ajoutant quelque chose de désagréable. Un coup de poing, un coup de pied, une baffe, peu importe. Donc là, nous, ça, c'est pas éthique. Donc nous, on n'utilise pas. P- de façon occasionnelle. De P- de façon occasionnelle, parce que tu as des invités, etc. Mais si tu as le problème plusieurs fois, c'est que tu as mal travaillé. Dans ce cas-là, il faut lui faire comprendre que, mec, quand tu mets pas tes pattes sur la table, tu as des bouts de saucisson qui tombent. Ton chien, il va être super content de ne pas mettre ses pattes sur la table. Là, tu fais du R+, tu ajoutes des bouts de saucisson pour quand que le comportement de ne pas s'intéresser, comme j'ai dit, je crois que c'était dans le podcast d'hier, je sais plus, ne pas faire un comportement est un comportement. Donc tu renforces ce comportement en ajoutant quelque chose de bien. Maintenant, je prends mon chien, je suis fâchée, puis je le mets dans les toilettes. Est-ce que je lui enlève un privilège ou est-ce que je lui ajoute quelque chose de désagréable ? Je lui ajoute quelque chose de désagréable suivant le chien. Surtout s'il a vraiment peur d'être loin de toi. Exactement. Donc ça dépend aussi du chien. Ça dépend du chien, ça dépend de sa sensibilité, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pour ça que la frontière, elle est difficile à capter et que pour être éthique, il faut utiliser 98% de renforcement positif. Donc il faut montrer à son chien, c'est un GPS, on lui dit où aller, on lui dit quoi faire. Puis on le renforce et on lui donne plein de friandises. De temps en temps, on va lui enlever des accès à des choses convoitées. Par exemple, il ne revient pas au rappel, je mets une longe. À un moment donné, j'ai réduit la liberté pour que il ne s'en aille pas. Tu comprends ?
Puis le P+, faut pas l'utiliser. Okay, ça vient juste casser la confiance. Ça vient casser la confiance, etc. Puis c'est pas une méthode d'éducation. Ouais, mais ça, on en a parlé. On en a parlé, je pense que ça sert à rien de... Voilà. Mais n'empêche que faut les connaître. Maintenant, quand je veux entraîner mon chien, donc là, ok, admettons, finalement, je suis un peu allé voir sur Internet en plus pour essayer de poser ça et tout ça. Maintenant, je veux entraîner mon chien. Bah là, je pense que tu t'es un peu confronté au clicker, marqueur. Est-ce que tu peux te dire un peu? Alors, moi, je vois le renforcement positif un peu comme si on prenait des photos avec un Polaroid. Ouais. Ok, donc quand tu veux prendre une photo avec un Polaroid, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un comportement. Donc, dans ta tête, avant de demander quoi que ce soit à ton chien, il faut déjà que tu saches ce que tu attends de lui. Ce que tu veux. T'es d'accord ou pas? Oui. Donc, admettons que ce soit le rappel. Mm-hmm. Donc, je veux que mon chien... Qu'est-ce que je veux récompenser? C'est à chaque fois que mon chien, il est en train de revenir vers moi. Bah, prends plutôt l'exemple, par exemple, du assis, Okay. qui est très visuel. Ok, donc si jamais je veux que mon chien s'assoie, ouais. Ok, ce que je veux, c'est que mon chien ait les fesses posées sur le sol. Oui. Ok, donc ça, c'est la photo que je veux. Photo finale. Exactement. Je m'arrange pour qu'il s'assoie. Donc là, après, je vais expliquer un peu comment on s'arrange pour qu'il s'assoie. Il y a des méthodes. Il y a des façons. Mais ce que je veux faire, c'est je veux prendre la photo de mon chien étant assis. Ok, et plus je vais prendre ce nombre de photos-là, plus ça va être fort dans la tête de mon chien. Parce que tu vas renforcer. Exactement. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? Eh ben, à chaque fois qu'il pose, au moment où il pose ses fesses, ok, je vais venir prendre une photo. Donc, je vais cliquer sur le bouton de mon appareil photo. Donc là, c'est mon marqueur. Ok, je vais cliquer avec le cliqueur ou je vais dire yes. Ok, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, 2-3 secondes après, la photo, elle va sortir. Donc là, c'est je sors ma friandise et je la donne au chien. Ok? Et si j'arrive à avoir suffisamment de photos, en fait, là, mon chien va prendre une photo mentale, finalement, du comportement qui est attendu pour lui. Ça, c'est vraiment dans la période d'apprentissage. Donc, grosso modo, souvent, les gens, ils se focalisent sur les friandises. Ils commencent à montrer les friandises avant de venir marquer le comportement. Ah, c'est quoi marquer le comportement? Marquer le comportement, c'est du conditionnement classique qui vient lui dire, c'est un pont entre le moment où je lui dis ça c'est bien, ça va t'apporter une friandise. Donc le chien doit travailler pour le clic ou pour le yes plutôt que pour la friandise parce que le yes annonce une friandise. Donc ici, qu'est-ce que je veux, c'est que ce qui est important, c'est pas la friandise, c'est que le chien il travaille pour le yes. Et le yes apporte une friandise. Ok? Bien sûr. C'est ce qui va te permettre d'être un peu plus précis. Exactement. C'est-à-dire que ça va te permettre de dire oui, yes, bravo, clic, au moment où le chien produit le comportement exact, ou pas d'ailleurs, que tu veux à la photo finale. Donc, je reprends mon Polaroid, mon chien pose ses fesses au sol. Ce qui est important, c'est de prendre la photo au bon moment. Si je prends une photo où mon chien c'est trop tôt ou trop tard, bah, la photo elle est mauvaise. C'est pas grave d'en prendre une mauvaise de temps en temps. Donc si tu prends que des mauvaises, personne n'a compris ce qui se passait. Exactement. Mais si tu as 100 photos les mêmes, bon, potentiellement ton chien commence à comprendre ce qu'on attend de lui. Exactement. Okay. Donc, ensuite, maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est surtout comment tu l'amènes à poser ses fesses à terre, puisque on a dit tout à l'heure, ils parlent pas la même langue. Alors, il y a plusieurs techniques. L'une qui est assez rapide, mais qui est pas bonne à utiliser trop longtemps, c'est ce qu'on appelle le leurre. Oui. Donc, on va prendre une friandise, pour le coup. Ça, c'est ce que tout le monde fait quand même. Ouais, pour venir leurrer ton chien. Souvent, tu vas lui mettre devant le nez, et après, tu vas la faire bouger de façon à ce qu'il s'assoie, ou qu'il avance, ou qu'il se mette dans une position. Donc, par exemple, tu vas lui mettre devant le nez, ok, puis tu vas la lever légèrement, et puis naturellement, les chiens, mais quand ils regardent vers le haut, ils ont tendance à venir s'asseoir. Ok, donc là, il s'assoit, tu marques, yes, puis tu lui donnes la friandise. C'est bien pour amener un comportement rapidement, donc ça vient limiter les erreurs, mais le chien réfléchit pas, juste il suit la friandise. Juste il suit bêtement l'odeur. Exactement, il réfléchit pas, donc c'est bien pour initier un comportement, pour amorcer une position, un peu, et tout ça, mais il faut vite le retirer parce que sinon le chien apprend pas sur le mental. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique du leurre. Ok. Ça, c'est un peu classique. Déjà, ceux qui ne sont pas des pros de l'éducation, bah, honnêtement, faut l'utiliser.
c'est pratique à mettre en place. Il y a des grands noms de l'éducation qui ne travaillent quasiment qu'avec le leurre. Ça marche vraiment bien. Ça marche très bien. Mais c'est pour initier, quoi. Ouais, vraiment, faut l'enlever assez rapidement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le shaping, le modelage en français. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle des approximations successives. Ça veut dire que tu viens construire un comportement étape par étape. Donc, c'est un peu comme le jeu du chaud-froid. Ouais, un peu comme un flipbook. Je sais pas si les gens connaissent le flipbook. C'est genre, tu lèves, je sais pas moi, tu veux le mettre dans une position, ok, il s'approche, tu cliques, il s'approche. Tout ce qui est vers le chaud, tu vas le récompenser. Tout ce qui est vers le froid, tu vas pas le récompenser. Donc, grosso modo, pour un chien qui va s'asseoir, à chaque fois qu'il va amorcer le fait de s'asseoir, pif, tu vas récompenser, tu vas payer. Il commence à s'asseoir un peu plus, clique, tu vas récompenser. Puis après, tu peux augmenter les durées un peu comme ça, tu vois. Alors là, on le dit pour le assis parce que je sais bien de prendre le même exemple, mais ça, c'est surtout très bien pour des comportements un peu plus complexes. Oui, c'est parce que pour amorcer, je sais pas moi, un comportement où il a la patte arrière gauche posée en étoile sur un truc, c'est pas forcément évident de le faire au leurre, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle la capture. Donc là, pareil, on reprend son appareil photo. Et je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo sur le coucher. Il y a grave longtemps, il y a genre 10 ans sur la chaîne YouTube. Oui. Et on en avait parlé de la capture. C'est ça. Et là, en fait, c'est comme si on prenait des photos sur le vif. C'est-à-dire qu'on ne vient pas mettre notre chien dans une position pour ensuite prendre la photo. Juste, on attend de prendre la photo sur le vif. Ok. Donc, il est là, je sais pas moi, tu lui mets la laisse, t'es à la maison. Et puis, au bout d'un moment, de lui-même, il sait pas quoi faire, il s'assoit. Bim, là, tu récompenses. Tu donnes une friandise ou tu la jettes au sol. Il se relève, il prend la friandise, puis t'attends. Puis il se fait chier, hop, il se repose les fesses. Pim, oh ouais, bravo, paf. Ou le coucher, ça marche bien aussi pour le coucher. Paf. Donc là, tu viens juste capturer quand lui te propose le comportement de façon intentionnelle ou pas. D'accord. Juste à chaque fois qu'il se passe ça, tu le marques avec ton yes. Tu as tes 2-3 secondes, tu viens donner le comportement. Ensuite, on a le targeting, le ciblage. Là, on va apprendre au chien au préalable à toucher une cible. Donc, ça peut être la main, ça peut être un bâton avec une boule au bout et tout ça. Et là, en fait, pareil, c'est un peu comme du leurre. C'est ce que j'allais dire. Ça permet de... Ouais, c'est ça. On va venir faire toucher ton chien dans différentes positions. Mais ce qui est bien avec le ciblage, c'est qu'on peut prendre nos cibles, une fois qu'il est habitué à toucher ses cibles, pour le mettre à différents endroits. Donc, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est prendre ma cible, la mettre à 50 mètres au loin, et en mettre 2-3, et lui dire va toucher celle-là, puis reviens, puis va toucher celle-là, puis reviens, et on peut construire aussi des comportements assez complexes comme ça. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'avec le leurre, il y a le côté nourriture. C'est-à-dire que le chien, en fait, il est juste dans sa tête, en train de dire « Ah, je vais avoir cette croquette, ah, je vais avoir cette croquette ». Quand on travaille avec la cible, on va utiliser le leurre, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va utiliser le fait de mettre sa main, puis là on va pouvoir commencer à le diriger assez facilement, sans qu'il soit omnubilé par le fait de il y a la croquette dans la main. Il sait que c'est comme une méthode d'apprentissage, puis ça permet d'avoir une sorte de pont et de communication, franchement de langage de communication, où le chien il dit ok, là il me dit un truc avec sa main, je vais voir où ça m'emmène. C'est ça, et la cible, ça peut être vraiment bien par exemple pour les chiens qui ont peur. Parce que par exemple, tu peux mettre la cible à un endroit où d'habitude il aurait un peu peur, et tu lui dis va voir la cible en t'arrangeant bien sûr que ce soit en vert jaune, ce soit vraiment pas flippant. Faut pas lui mettre la cible dans une zone rouge et lui dire vas-y mon pépère. mais tu peux lui apprendre à aller voir des endroits qui d'habitude il aurait eu un petit peu peur, et comme il est habitué à la cible, et ben s'il est jamais trahi, en fait ça peut venir l'aider à construire de la confiance. Surtout qu'en plus, si tu renforces bien ta cible, tu as un historique de renforcement. Je sais plus dans quel podcast on en a parlé. Dans celui-là, non, je sais plus. L'historique de renforcement, ça veut dire combien de fois il aurait été récompensé pour un comportement. Puis normalement, avec la cible, tu es censé avoir un historique de malade. Ouais. Et comme tu es censé avoir un historique de fou dans des situations très faciles, bah finalement, ça va rajouter de la confiance dans une situation où il en manque un petit peu. Un compte en banque de confiance, l'historique de comportement. C'est vraiment
à quel point il va faire confiance à ton comportement ou à ce que tu vas lui demander. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le assis est très, très, très... Enfin, c'est comme un comportement par défaut que le chien propose, parce que la plupart des gens l'ont tellement renforcé tout le temps à ce que, à chaque fois qu'il veut... Alors, c'est la première chose qu'on apprend, et c'est surtout ce qu'on leur demande. C'est hallucinant, je sais pas si vous vous rendez compte, que systématiquement, quand, je sais pas, il y a un truc du fait qu'on veut pas donner gratuitement de la bouffe, on demande toujours un assis. Donc, le chien sait que dès que je m'assois, je vais avoir un truc sympa. Et la dernière façon de faire, c'est ce qu'on appelle, mais ça, il faut vraiment déjà s'y connaître et tout ça. Hein. Les premiers trucs, c'est vraiment le leurre. Ça, c'est vraiment le truc le plus basique pour apprendre. Après, quand tu commences à être un peu bon, tu commences à faire un peu de shaping. Et puis après, un peu de capture. Mais ce que tu peux aussi faire, par exemple, c'est venir faire ce qu'on appelle du prompting ou de l'incitation. Grosso modo, si par exemple, je veux que mon chien il revienne bien face à moi, tu vois. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une barrière à gauche, une barrière à droite. Du coup, il peut pas trop aller à gauche, à droite. Ça vient l'inciter à se mettre pile poil devant moi. Et petit à petit, je vais baisser les barrières de chaque côté pour qu'il comprenne que c'est toujours comme ça. Et petit à petit, en fait, c'est que je viens l'aider avec l'environnement pour qu'il se mette dans certaines positions ou ce genre de choses. Par exemple. Puis surtout, on peut les mixer. Parce qu'on peut faire du prompting, par exemple, avec, je sais pas, moi, n'importe quoi. Tu veux que les pattes arrière montent sur un seau, par exemple. C'est ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas laisser la possibilité à droite et à gauche que les pattes arrière aillent quand tu vas lui demander de reculer. Puis tu peux travailler avec du leurre ou ta main cible pour inciter le chien à aller dans une certaine situation et dans une certaine position. Puis tu vas venir faire du prompting avec ton environnement pour que finalement le seul endroit où il est à mettre ses pattes, c'est sur le seau. Puis et puis après tu vas faire comme un petit peu de shaping en disant dès qu'il l'a touché avec sa patte, tu récompenses. Puis là tu as tout mélangé. Voilà, puis c'est une séance d'éducation, elle n'est pas bête et méchante avec j'utilise que si, non. C'est créatif. Ouais. Mais grosso modo, c'est un peu ça. Donc, grosso modo, avec ces techniques, tu t'arranges pour que le chien produise le comportement. Ouais. Soit il le fait de lui-même, soit tu l'encourages à le faire avec du leurre, de la cible. Et puis après, paf, tu prends ta photo, donc ton yes, tu attends tes 2 secondes, tu donnes la friandise. Et si toutes les photos, c'est les mêmes, exactement. Grosso modo, ton chien, il va commencer à comprendre. Et ensuite, quand tu commences à comprendre, ah ok, c'est telle photo et tout, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas mettre le nom sur la photo. Ah, ce comportement, ça s'appelle assis. Donc là, c'est ce qu'on appelle ajouter un cue, un signal, un ordre verbal. Ok, une fois qu'il a commencé à faire 100 fois, 150 fois, pose mes fesses, je suis récompensé, pose mes fesses. Là, tu vas faire assis, pose tes fesses, récompense, assis, pose tes fesses, récompense. Et là, il va associer le comportement au signal que tu vas lui donner. Est-ce que j'ai dit que mettais un mot sur le Est-ce que j'ai dit que Pavlov était sur ton épaule? Oui. Puis qu'en association, du coup, le mot plus le comportement, ça marche pas en conditionnement classique. Exactement. Tu associes un mot à un comportement, donc Pavlov est sur ton épaule en disant « Ah si !» Puis toi, tu t'assois. Exactement. Donc ça, c'est à peu près les façons de faire. Ouais, on pourrait rentrer vraiment encore plus profondément. C'est hyper passionnant. J'ai peur de perdre les gens que par podcast. C'est compliqué, puis faut avoir envie aussi. Quand on est un propriétaire de chien qui est déjà ultra motivé à apprendre plein de choses à son chien, t'es pas obligé non plus d'apprendre tu vois, les rouages internes énormes, mais je trouve que c'est quand même important de connaître au moins la base. Mécanique, c'est ça, mais il faut vraiment voir ça. Moi, je le vois vraiment, surtout si t'es débutant, un peu comme prendre des photos Polaroid. Ouais. T'amènes ton chien à faire un comportement, tu récompenses, pas à la fin, mais l'intention, la décision. Par exemple, quand mon chien, je veux qu'il revienne, par exemple, je vais pas récompenser une fois qu'il est devant moi et qu'il a déjà fait 50 fois. Non, je vais récompenser quand il a renoncé à quelque chose et qu'il commence à me regarder, ok? Donc, il est encore à 20 mètres. Le fait qu'il me regarde et qu'il commence à venir vers moi, c'est à ce moment-là, je vais dire « Oh oui, bravo mon chien !» Je vais pas attendre qu'il arrive à moi, qu'il ait fait déjà tout le travail pour lui dire « Ah oui, bravo !» Et en plus, je lui demande à assis. C'est comme le tu laisses. Tu récompenses l'intention de laisser la chose. Pas forcément de s'en aller ou d'aller très loin de l'objet. C'est vraiment l'intention de ne plus convoiter cette chose. Je pense qu'on pourrait aller encore... Dites-nous si ça vous intéresse comme sujet, si vous voulez qu'on aille plus loin ou qu'on en reparle. Et puis comme ça, on essaiera d'en parler, tout simplement. Ouais. En tout cas, on vous dit partage, like et abonne-toi comme d'hab. Et puis à demain. À demain. Ciao, ciao.